Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Bonsoir à tous chers amis, les voix des entrepreneurs comme tous les mercredis soirs sur Sud Radio. Nous sommes en direct avec Denis Jacquet comme tous les mercredis. Bonsoir à vous Denis. Bonsoir Jean-Marie. Pour tous ceux qui nous suivent sur Sud Radio en direct et notamment en vidéo sur le Facebook Live de Sud Radio, vous aurez peut-être, vous, internautes, l'impression que Denis Jacquet est en direct depuis une église. Alors pourquoi ? Il vous expliquera tout ça dans quelques instants. Au programme ce soir, nous allons parler de la santé dans tous ses états. Effectivement, je le disais il y a quelques instants, on n'a jamais eu autant besoin d'innovation, notamment dans le domaine de la santé, qu'en ce moment où l'ensemble de la planète fait face à une pandémie que pour l'instant, pas grand monde arrive à réguler. Que peuvent faire les entrepreneurs face à la situation du coronavirus ? On en parle tout de suite. C'est avec Denis Jacquet. Et je le disais, Denis, on accueille tout de suite sur Sud Radio notre invité Karim Bendou. Bonjour. Bonsoir même. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, expert de l'industrie pharmaceutique. Vous êtes en particulier expert des biotechnologies et aussi des systèmes de santé, notamment en Afrique. Alors tiens, petite question, vous qui êtes connaisseur, on a eu très peur au tout début de la pandémie, que cette pandémie atteigne et fasse des ravages épouvantables en Afrique. Il y a eu beaucoup de pays qui ont été très touchés, mais c'est incomparable avec ce qui s'est passé dans les pays développés, des climats tempérés. Comment on peut l'expliquer ? L'explication est relativement complexe, mais on a trouvé 3 pistes. La première serait liée à l'origine génétique des Africains. D'accord. En effet, ceux qui connaissent le plus d'effets secondaires compliqués et qui peuvent aller en réanimation, c'est les gens qui ont dans leur génome d'origine néandertale. Et ce qui est très peu le cas en Afrique subsaharienne. En revanche, en Afrique du Nord, c'est le cas. Et d'ailleurs, on l'assiste en Afrique du Nord à des choses qui sont absolument comparables à ce qu'on voit actuellement en Europe. Effectivement. J'avais lu justement cette étude scientifique qui expliquait que c'était un facteur de risque avoir des origines d'hommes de Néandertal, ce qui est assez fréquent d'ailleurs en Europe, et que c'était un facteur de risque accru en Europe. Il y avait un pays, je ne me l'explique pas du tout, mais qui était aussi très concerné par ce génome en tout cas, et c'était le Bangladesh. Est-ce que le Bangladesh est durement touché ? Le Bangladesh est touché, oui. Ouais, il est assez touché. Statistiques. On en apprend malgré tout tous les jours et on découvre. Ce qui fait que c'est pas facile, notamment pour les entrepreneurs, Denis Jacquet, d'apporter une réponse adaptée et uniforme à ce virus qu'on découvre un peu plus chaque jour. Oui, tout à fait. Donc, Karim, vous disiez, oui, il y avait 3 facteurs. Rapidement, les 2 autres seraient quoi ? Les 2 autres sont aussi liés à l'environnement. Un, c'est la pyramide des âges en Afrique subsaharienne. Il s'agit de gens jeunes. Donc, trouver des gens de plus de 60 ans avec des comorbidités, c'est pas toujours très facile. Alors qu'en Afrique du Sud et en Afrique du Nord, c'est le cas. Et le troisième est pas dénué d'intérêt non plus, c'est que les niveaux d'hygiène en Afrique sont relativement bas. Les enfants traînent dans la rue dès leur jeune âge et donc sont confrontés à un certain nombre de virus, un certain nombre de germes qui font qu'ils sont immunisés. Et c'était notamment une des thèses du professeur Raoult, lui qui avait travaillé pendant des années, notamment en Afrique. Du coup, Karim Bendou, pardon d'avoir écorché votre nom au début de l'émission, vous êtes aussi évidemment le président du comité Afrique de l'association de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique a été assez critiquée, notamment en France et même en Europe ou aux États-Unis, avec disons le début de cette pandémie. Quelle réponse elle va pouvoir apporter concrètement et assez vite ? En fait, il faut réellement admettre que l'espoir est dans la recherche et c'est la recherche qui nous apportera une solution à ce Covid. Et aujourd'hui, et vous l'avez constaté hier, un grand effet d'annonce d'un laboratoire Pfizer et BioNTech qui annonce qu'ils ont des résultats relativement probants en matière de vaccination. C'est ça. Ils auraient mis au point un vaccin qui serait à ce stade efficace à 90%. La Russie a surenchéri. C'était le premier pays à avoir annoncé la mise au point d'un vaccin qui était en phase de test. Elle annonce 92% pour le sien. La recherche et les entrepreneurs, en général, les entrepreneurs du monde de la santé travaillent sur quels axes en général ? Il y a la recherche sur le vaccin, effectivement, tout le monde en parle. Quelles autres innovations peuvent sortir de cette crise ? Écoutez, pour l'instant, déjà, on a 150
équipes qui travaillent sur un vaccin. Donc on a 150 énorme. vaccins candidats. C'est énorme ce qui se passe. Et en même temps, nous avons 10 vaccins qui sont relativement très avancés, en phase 3. C'est-à-dire en phase vraiment de pré-commercialisation, de pré-enregistrement. Donc, je pense qu'il y a des solutions qui vont arriver. Dans les solutions thérapeutiques, c'est-à-dire le traitement, on est un petit peu plus derrière, parce qu'en fait, c'est compliqué. C'est comme si vous me demandez de soigner un choc septique sur le plan médical. C'est un orage de cytokines, une tempête de cytokines qui se déverse sur le corps. C'est une maladie immunologique à la fin. Et donc, traiter cela n'est pas simple, et c'est vraiment... On doit trouver des traitements adaptés à chaque profil de patient. Donc c'est un petit peu plus complexe en matière de solutions thérapeutiques. Et c'est pourquoi, effectivement, il y a une temps de recherche. Denis Jacquet. Oui, Karim, j'avais une dernière question, peut-être avant l'arrivée de notre premier invité tout à l'heure. On nous a expliqué qu'il y avait des phases, d'ailleurs on l'abordera tout à l'heure avec Ictos, des phases qu'il fallait respecter. Donc du coup, le temps de mise sur le marché, que ce soit d'un médicament ou d'un vaccin, était très long. Et tout à coup, sous la pression, on a réussi à raccourcir tout cela. Est-ce que ça veut dire que, de façon générale, on pourrait raccourcir ces étapes de toute façon, ou est-ce que là, on s'est privé d'un certain temps ou de certaines choses qui pourraient comporter un danger, ou est-ce que simplement on a mis trop de normes, comme un peu partout, et on a fini par rendre les choses longues et complexes? La question est excellente, Denis. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a mis, pour les vaccins, on a mis tous les moyens. On a mis des moyens, c'est vraiment impressionnant. Au lieu de faire, d'abord d'essayer sur 10, puis sur 100, puis après sur des milliers, on a essayé sur des centaines dès le départ, sur la phase 1. Donc on a cumulé les phases 1 et 2 très rapidement. Et puis après, on est passé à la phase 3, où on a déjà testé, pour le cas du vaccin qu'on mentionne aujourd'hui, 45 000 personnes, pratiquement 43 500 et quelques. Donc c'est assez impressionnant. Et maintenant, le problème, c'est que les politiques ont décidé qu'il n'y aurait pas de lenteur administrative. On nous a même demandé, nous, en tant qu'industriels, de baisser le niveau. C'est-à-dire que si on est bon à 70%, eh ben on passe. On a dit non, on maintient les niveaux élevés, au-dessus de 80, qui sont les standards élevés en matière de vaccination. Bien que dans la grippe, on est des fois entre 65 et 70. Mais on a maintenu ces standards malgré tout, mais on est allé très fort avec des moyens liés à l'industrie elle-même et liés aussi au public. Les gouvernements ont investi de l'argent. Et je pense qu'ils attendent un retour. Et on était prêts parce que nous avons beaucoup travaillé sur des solutions oncologiques qui ressemblent à ça dans le cancer. Et donc, on était prêts. Et puis, on est allé très, très vite. Et bravo à ceux qui se sont mis là. Et on a passé effectivement, les entrepreneurs un peu partout dans le monde ont passé la 4e vitesse. Je disais, un peu partout dans le monde, un pays est à la pointe de la technologie avec de nombreuses entreprises, dont l'entreprise Better Air, qui est la société dont notre invitée Yamna Shrira est la représentante en France. Bonsoir à vous Yamna Shrira. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je salue vos auditeurs et je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre émission. Vous êtes la bienvenue sur Sud Radio. Je le disais, vous êtes la représentante en France de la société israélienne Better Air. Vous lancez un système pour les bureaux qui permettrait de tuer les bactéries et les virus. Alors, un système, j'aime pas trop ce mot parce qu'il fait un peu trop techno. Du coup, ça fait un petit peu peur, surtout quand on connaît un petit peu la philosophie de notre produit. Je dirais plutôt une solution biologique et inoffensive. Elle ressemble à quoi? Donnez-moi une image, par exemple, moi qui suis à la radio. Alors, une image, ça va être une petite brume qui va être diffusée dans votre local, sur votre plateau, dans votre maison, dans votre salle de sport, dans un bus, dans un tramway. Et au fur et à mesure que le temps passe et à pulvérisation régulière, cette brume va se déposer. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette brume? Des probiotiques. Vous savez, les petites bactéries très gentilles avec nous. Celle qui nous aide. Et ça, c'est efficace pour être bactéricide ou pour tuer les virus. Et virucide, effectivement. On le disait, Denis Jacquet, l'innovation dans tous ces états, au sens propre du terme. Oui, c'est clair. Alors, il faut savoir, pour nos auditeurs, nos auditrices, qu'Israël fait partie dans le monde des nations les plus innovantes. Souvent, le terme d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait repris de Startup Nation, c'est la vraie qualification d'Israël et non pas de la France. Donc là-bas, une startup, ça existe vraiment, une scale-up, comme on dit, c'est-à-dire celle qui grossit encore plus et celles qui réussissent. Il faut que vous sachiez que pratiquement à un moment donné, 40% des entreprises cotées au Nasdaq étaient d'origine israélienne ou d'une techno israélienne. Donc c'est vraiment le pays de l'innovation le plus fort dans le monde et Yamna donc les représente. Donc,
Yamna, question forcément qui vient à l'esprit de tout le monde quand on vous écoute. Où en êtes-vous sur l'impact justement de cette brume, puisque dans la brume, il n'y a pas que des gorilles, comme dirait Jane Goodall. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer comme impact effectivement sur ce fameux virus du Covid aujourd'hui? Où vous en êtes dans les tests et les essais? Alors, on est dans une phase très très concluante, mais je voudrais quand même juste faire un petit écart, un pas sur le côté, et dire que la solution Better Air, c'est pas une solution qui est sortie du chapeau il y a quelques mois parce qu'il y a eu la pandémie. Pas du tout. Moi, je me suis intéressée à cette technologie israélienne parce que ça fait une dizaine d'années que des médecins, des biologistes travaillent sur cette solution. Et ça fait 10 ans qu'ils testent des protocoles et qu'ils testent des dosages de probiotiques environnementaux, donc quelque chose de très sain, de très naturel, qu'on connaît tous et qui est inoffensif pour l'homme. Et il s'avère qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, ils ont trouvé, j'ai envie de dire, le bon dosage. Mais au début de l'aventure, c'était parti d'un cas très concret, un biologiste qui avait besoin de trouver une solution naturelle pour soigner l'asthme de sa fille. Voilà, c'est parti comme ça il y a une dizaine d'années. Et puis maintenant, il s'avère que la pandémie est là et il s'avère que déjà on se doutait que les probiotiques environnementaux agissaient contre les mauvaises bactéries, contre les virus, un certain nombre de virus, contre les moisissures, contre les odeurs, etc., les acariens. Mais la pandémie étant là, on s'est dit, et le virus Covid-19, qu'est-ce qu'il en est? Ce qui fait que nous avons reçu il y a quelques jours les premières analyses, les premiers résultats d'une étude qui a été faite par l'Université de virologie de Gênes. Vraiment une étude spécifique Covid-19 et les résultats sont très 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 concluants puisque nous avons maintenant les premiers résultats qui attestent qu'il y a un impact de notre solution sur le Covid-19. Et ça pourrait être utilisé au bureau, ça pourrait être utilisé dans les transports en commun, dans les endroits bondés par exemple. C'est peut-être ma dernière question, Yamna Shrira. Dans tous ces endroits. Exactement, c'est une solution en fait qui est diffusée, donc cette fameuse brume, elle est diffusée via une petite machine. Vous avez le modèle familial qu'on peut mettre dans la chambre de bébé, qu'on peut mettre dans notre salon, etc. Mais on a aussi les machines plus conséquentes qu'on raccorde au système d'aération et de ventilation des bureaux, des bus, des salles de sport, des hôtels. On peut mettre ça partout. Voilà. Et puis juste pour finir sur ça, c'est que là on a l'étude de l'université de virologie de Gênes, mais en amont on a déjà beaucoup plus d'une dizaine d'études et de tests qui confirment en fait la non-nocivité et le bien-être que ça apporte aussi bien en termes de défense immunitaire que aussi de soins entre guillemets. Avec des guillemets bien évidemment, en ce qui concerne, je ne sais pas moi, par exemple l'asthme, les mauvaises bactéries, etc., les odeurs, etc. Donc vous êtes optimiste sur tous les plans, en tout cas c'est passionnant. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, Yamna Shrira. Je rappelle que vous êtes la représentante France de la société israélienne Better Air. Et effectivement, Israël est un des pays, et peut-être le pays le plus à la pointe de l'innovation et de la technologie, notamment dans ce domaine. On va continuer à parler de la santé dans tous ces états avec les voix des entrepreneurs en compagnie de Denis Jacquet comme tous les mercredis soirs, de notre grand témoin à qui on va redonner la parole, Karim Bendaou. Restez avec nous sur Sud Radio, à tout de suite. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Les voix des entrepreneurs comme tous les mercredis soirs sur Sud Radio avec Denis Jacquet de 19h à 19h30. La santé dans tous ces états, comment réagissent les entrepreneurs à la crise du coronavirus? Où est l'innovation? Que fait-elle? Dans quel domaine se concentre-t-elle? Nous sommes toujours avec notre grand témoin sur Sud Radio, docteur Karim Bendaou, expert de l'industrie pharmaceutique, président du comité Afrique de l'association de l'industrie pharmaceutique IFPMA. Et nous accueillons notre troisième invité, Yann Gaston Maté. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Yann Gaston Maté. Vous travaillez pour la société Ictos. C'est le leader français, un leader français en tout cas, qui développe des méthodes de prévision pour permettre de réduire le temps de mise sur le marché d'un médicament. Ça a rarement été aussi utile. Denis Jacquet. Oui, bonsoir Yann. Ravi de vous avoir avec nous ce soir. Alors, bien évidemment, c'est une question qu'on a posée à Karim Bendaou tout à l'heure. Et c'est une question sur laquelle vous travaillez, mais sur un autre versant, et pas spécifiquement, et pas du tout d'ailleurs pour ce type d'infection et de Covid dont on parle aujourd'hui, mais
vous aussi, vous êtes très innovant et certainement à la pointe dans le fait de fournir, sans rentrer dans le détail très technique, mais comment vous faites pour réduire pour l'industrie pharmaceutique les délais de mise sur le marché? C'est quoi cette technologie que vous avez développée? Après, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur la façon, comme le disait Karim, dont on a réduit, quand on le veut, ces délais de mise sur le marché, en l'occurrence de ce vaccin. Oui, nous intervenons chez Ictos en fait sur la phase amont de la recherche et développement des médicaments, c'est-à-dire sur la recherche. On permet, grâce à nos technologies d'intelligence artificielle, de trouver plus rapidement une bonne molécule qui sera un bon candidat médicament et qui aura plus de chances de réussir dans le cadre des essais cliniques de phase 1, phase 2, phase 3 qui sont nécessaires pour amener un médicament sur le marché. Aujourd'hui... Oui, pardon. Oui. Pardon. Avant de vous laisser, entre parenthèses, si vous pouvez parce que ça va parler beaucoup à nos auditeurs, l'enjeu, on parle de centaines de millions ou de milliards pour le lancement d'un médicament, et donc le temps que vous leur faites économiser, on parle de centaines de millions d'économies, je me trompe? C'est à peu près ça. On considère que le prix moyen de la mise sur le marché d'un médicament, c'est plus de 2 milliards d'euros et ça dure une quinzaine d'années. Et donc, toute année qu'on peut gagner dans ce processus, en fait, ça représente effectivement des centaines de millions d'euros d'économisés et ça permet surtout d'amener des médicaments plus rapidement aux patients. Et comment avez-vous réagi donc à cette même question qu'à Karim tout à l'heure, à cette accélération du mouvement pour mettre ce vaccin en route? Ça vous a surpris? Ça vous a donné d'autres idées éventuellement? Alors, écoutez, nous on est vraiment sur un autre domaine, c'est-à-dire sur le domaine des molécules thérapeutiques, pour lesquelles on est vraiment très contraint par des délais de développement qui sont plus longs souvent que pour les vaccins. Mais effectivement, je pense qu'on ne peut être qu'impressionné par la vitesse à laquelle les laboratoires de recherche et les laboratoires pharmaceutiques ont pu trouver des candidats vaccins, organiser des essais cliniques, d'abord de phase 1-2, puis de phase 3, et aujourd'hui avoir des premiers résultats qui sont extrêmement encourageants. Donc ça donne beaucoup d'espoir, effectivement. Effectivement, Karim Bendaou, à l'instant, il y a quelques instants sur Sud Radio, vous le disiez vous-même, on est rarement allé aussi vite. Est-ce que ça vous aurait surpris si on vous l'avait annoncé il y a 2 ans, avant qu'on découvre la pandémie et la crise du coronavirus? Ça vous aurait surpris que la recherche puisse avancer si vite et dans autant d'endroits différents dans le monde? Je n'y aurais pas cru. Non. C'était impossible. C'était difficile à imaginer. Il a fallu rassembler beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, je dirais. Une volonté politique, une volonté scientifique, une volonté des investisseurs, tous ensemble, vraiment la main dans la main. Une volonté aussi de l'OMS, qu'il faut reconnaître qu'ils ont organisé le COVAX, donc toute cette activité autour de la recherche du vaccin. Donc tout le monde y a mis du sien et de la manière la plus positive qui soit. Et personne n'a été... Il n'y avait plus de clan. Il faut sauver l'humanité. Et en tout cas, il faut se battre contre le coronavirus. Autre question, je vous ai demandé un petit flashback, on va faire un peu de prospective. Imaginons que dans 2 ans, par exemple, on ait contrôlé en tout cas le coronavirus qui reste avec nous, mais qu'on sache comment le soigner, par exemple, ou qu'il ait disparu. Qu'est-ce que cette crise aura durablement changé dans le secteur économique de la santé, Karim Bendaou? Cette question est importante. Ce à quoi j'assiste aujourd'hui, premièrement, est une accélération de la digitalisation de la santé. Et je pense que c'est un aspect très positif. La transformation digitale demande un effort particulier, une adaptation. Il faut attendre que les gens l'assimilent et la comprennent. Cette crise nous a permis d'avancer cela. Et regardez par exemple en Afrique. En Afrique, aujourd'hui, construire toutes les infrastructures qui ont été construites en Europe va prendre énormément de temps. Donc il faut monter des systèmes de santé où la télémédecine prime. Où la distribution de médicaments peut se faire par drone, où on peut imaginer des systèmes où on n'a pas besoin d'infrastructures en dur pour pouvoir soigner les gens et pour que les gens puissent avoir accès et au traitement et à un diagnostic. Ouais. Et Yann, d'ailleurs, je pense qu'on peut rebondir rapidement là-dessus. Yann, vous travaillez, c'est l'intelligence artificielle et le traitement de la data qui vous permet finalement d'accélérer ce processus sur lequel vous travaillez aussi.
Oui, tout à fait. Effectivement, nous, on se nourrit des données qui ont été collectées par les laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir exploiter ces données au maximum, pour pouvoir obtenir des nouvelles propositions de molécules prometteuses. Et effectivement, je crois que cette crise aura contribué à convaincre les laboratoires pharmaceutiques que c'est un sujet majeur, et donc ils vont continuer d'investir. Et pour nous, qui sommes des partenaires pour ces laboratoires, c'est une bonne chose et on s'en réjouit. Et le progrès a rarement avancé aussi vite. J'aimerais tous vous remercier d'être intervenus sur Sud Radio. Yann Gaston Maté pour la société Ictos, qui est un leader français qui développe des méthodes de prévision pour réduire notamment le temps de mise sur le marché d'un médicament en général. Merci également à notre grand témoin d'être intervenu sur Sud Radio, Dr Karim Bendaou, président du comité Afrique de l'Association de l'industrie pharmaceutique IFPMA. Merci à vous, Denis Jacquet. La science-fiction, c'est presque demain. Hein. En tout cas, on a rarement avancé autant. Tout à fait. Je vous précise quand même que donc derrière moi, c'est en fait la Maison des Océans de Monaco, une simulation 3D de là où on fait notre Day One Event. Et que j'aimerais souligner au passage très rapidement que aujourd'hui on a eu Karim qui est d'origine tunisienne, on a eu Yamna qui est d'origine marocaine, qui travaille pour une société israélienne, et notre ami Dictos est français, et que l'entrepreneuriat culturellement, politiquement, c'est un monde sans frontières. Qui s'entend magnifiquement bien, et je pense que ça serait un bel exemple pour la société à suivre. Et c'est un beau message à revenir, et merci de m'avoir révélé que ce n'était donc pas une église derrière vous, mon cher Denis Jacquet. Le monde des entrepreneurs, en tout cas, est un petit monde, mais qu'est-ce qu'il avance vite. En tout cas, on en reparle avec vous, Denis Jacquet, mercredi prochain dans Les Vraies Voix qui font bouger la France. La suite des Vraies Voix qui font bouger la France ce soir. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est Stéphane Soumier que vous retrouvez sur Sud Radio dans quelques instants. À tout de suite.